Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Les enfants du purgatoire, c'est mon confrère Claude Ardide qui publie ce livre qui a pour titre Les enfants du purgatoire aux éditions de l'Observatoire. C'est une enquête inédite au cœur de la brigade des mineurs de Marseille. Claude Ardide, bonjour et merci d'être avec nous. Et merci de me recevoir. C'est un remarquable travail. Je le dis parce qu'il est remarquable de précision et j'aime la précision, les faits. Ce sont des faits. 8 semaines d'enquête auprès de cette brigade des mineurs. Vous êtes installés, vous avez vécu avec eux, discrètement, avec votre petit carnet, vous avez pris des notes, je connais ça par cœur, vous avez pris des notes, et vous rapportez dans ce livre strictement ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu et ce que vous avez vécu. C'est exactement ça. J'arrivais le matin très très tôt à 7h30 pour prendre le café avec les premières enquêtrices, enquêteurs qui arrivaient pour d'abord débriefer ce qui s'était passé la veille et puis raconter ce qui éventuellement allait se passer, parce que quand vous êtes à la brigade des mineurs, il peut se passer tout et n'importe quoi à tout instant. Et donc je m'installais dans un bureau sur un siège avec mes carnets, je prenais des notes et soit on venait me chercher, parce que la brigade des mineurs de l'évêché au 3e étage à Marseille, c'est un couloir de 30 mètres de long, 5 bureaux, 4 groupes, maintenant il y en a 5. Et puis les enquêtrices et enquêteurs venaient me voir en me disant « Claude, on a une histoire d'inceste, est-ce que ça t'intéresse ?» Donc je filais dans le bureau. « Claude, on a un bébé secoué », donc j'allais dans le bureau. Et puis « Claude, on a une tentative d'assassinat », « Claude, on a une agression sexuelle », etc. Donc en fonction des violences que subissent ou les nourrissons, ou les enfants, ou les adolescents, ou les femmes, puisqu'une brigade des mineurs, c'est aussi aujourd'hui ce qu'on appelle une unité de protection familiale, j'intervenais. Mais je restais toujours dans un coin, je prenais des notes, et chaque fois, les flics prenaient le soin de dire « Vous avez un journaliste dans le coin du bureau, est-ce que ça vous dérange ou pas ?» Et que ce soit des mises en cause, ou que ce soit des victimes, les gens disaient « Non, il peut rester là ». Et donc, ça m'étonnait, parce que je pensais que je pouvais éventuellement déranger dans la déclaration. Mais les mises en cause, ils sont tellement sonnés parce qu'ils sont en garde à vue qu'en fait, ils s'en foutent un peu, ils s'en moquent. Et les victimes, c'est au contraire, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'ils sont là pour témoigner et pour faire en sorte qu'un journaliste puisse être leur porte-parole. Et dire les violences dont ils sont victimes. Donc, lors de ce travail, vous avez rencontré des hommes, des femmes, des enfants, des adolescents, des victimes, des auteurs de meurtres, des meurtriers, des agresseurs, toutes sortes de violences, toutes formes de violence, des hommes, des femmes, parce qu'il y a aussi violence de la part des femmes. Vous commencez. Le premier chapitre de votre livre, c'est ce drame à Marseille dont on avait beaucoup parlé, qui avait été très médiatisé, cet homme qui a tué sa mère, qui a tué sa femme, qui a agressé à coups de couteau sa fille aînée, et qui, les deux sont mortes, les deux femmes sont mortes, la jeune fille est vivante aujourd'hui, et elle a une fois, attendez, il faut que je retrouve la phrase étonnante, la fille aînée de cet homme qui dit « Je crois que ça faisait du bien à mon père de me poignarder, il y prenait du plaisir. » Ouais, c'est exactement ça. Elle dit deux choses, cette gamine, qui sont foudroyantes. Alors, moi, c'est arrivé au moment où je m'installais à la brigade des mineurs. Et j'ai du mal à le croire, parce que là, en l'occurrence, la réalité dépasse toujours la fiction. Et donc les enquêtrices qui me racontent cette histoire, après j'ai regardé un certain nombre de synthèses pour essayer de mieux m'imprégner de cette affaire. La gamine dit deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est qu'elle dit « Ma mère était dans une mare de sang en train d'agoniser, puisque son mari venait de la poignarder, donc le père de cette gamine. Et cette femme qui est au sol, qui gît dans une mare de sang, c'est une tête de chapitre du livre, sa mère dit à cette gamine « Je t'en supplie ma fille, achève-moi, je souffre ». Elle demande à sa fille de l'achever parce qu'elle est dans la souffrance horrible et elle va mourir quelques minutes après. Et deuxièmement, elle dit à la brigade des mineurs, elle dit qu'elle avait le sentiment que son père allait lui faire du bien en la faisant disparaître. C'est-à-dire est-ce qu'il a été pris
par une crise mystique, une crise de délire. Est-ce qu'il a cru qu'en tuant ses enfants, il irait plus vite au paradis? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est exactement ce que dit cette gamine. Et quand les gamins disent ça, ils trichent pas. C'est la vérité. Bien sûr. C'est la vérité. Mais bien sûr, bien sûr. Ils ne mentent jamais, ils n'inventent pas. Alors justement, ils ne mentent jamais. Ce que j'ai aimé, il y a deux choses que j'ai aimées dans votre livre, Claude Ardide. La première, c'est que vous racontez ce que vous avez vu, des violeurs de petites filles, des violeurs de jeunes garçons, des pères et des mères incestueux, des agresseurs sexuels, des meurtriers, des vantards. Vous dites des pervers narcissiques, des paumés, des cinglés. Enfin, vous avez vu. Et vous avez vu parallèlement le travail de ces hommes et de ces femmes de cette brigade, qui ne jugent jamais. Alors, qui ne jugent jamais. Alors, ils jugent jamais. Alors, quand je suis arrivé le premier jour, je sais plus si un enquêteur ou une enquêtrice m'a dit, Claude, on va aller ensemble au fond du caniveau. Première chose. Une deuxième chose, Nadia, parce que tout le monde ne savait pas que c'était un journaliste, parce que j'étais tellement discret. Nadia est arrivée vers moi, c'est le gros pain. Oui. Elle me dit, mais vous êtes qui, vous? Elle me dit, vous êtes un bœuf carotte, vous êtes un... Parce que je passais d'un couloir à un autre, d'un bureau à un autre. Elle me dit, vous êtes l'avenue Moses Esplanade. Je dis, non, je suis journaliste et je fais un livre sur la brigade des mineurs. Et là, elle me dit, bienvenue à la boutique des horreurs. Donc, il est vrai que quand on feuillette votre livre, on les croise, ces horreurs, parce que vous rapportez fidèlement ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Donc on les croise, ces horreurs. Alors on les croise, ces horreurs, mais en même temps on croise des hommes et des femmes. Hier, Eric, qui était un des chefs de groupe, m'a envoyé un texto, il m'a dit, tu parles beaucoup des enquêtrices, tu parles pas assez des mecs. Alors en fait, la brigade des mineurs de Marseille, c'est sur 30 policiers, il y a 23 femmes. Il y a 23 femmes. Qui sont extraordinaires, d'une humanité absolue, qui sont d'un humour, alors, je sais pas si c'est typiquement Marseille, mais d'un humour délirant. Et puis Eric m'a envoyé un texto hier soir, il me disait, tu sais, on a eu 4 mises en cause dans des affaires de violence aux enfants, aux femmes, aux adolescents. On a 4 déférés, c'est-à-dire 4 personnes qui sont allées en prison. Et pour eux, c'est une victoire. Ça veut dire que quand ils vont jusqu'au bout d'une affaire et que l'agresseur, le mis en cause, va en détention, pour eux, c'est une réussite parce que leur enquête a abouti à quelque chose. Ils ont surtout sauvé des enfants. Mais moi, c'est un mystère pour moi. Hein. Je suis resté un peu plus de 2 mois parce que je faisais des allers-retours entre Toulon, chez moi, et la brigade des mineurs. Et je me disais tous les jours, mais comment elles font pour tenir? Comment elles font? Comment ils font pour tenir avec toute l'horreur et toute cette horreur au quotidien? Côtoyer au quotidien. Alors, en plus, si vous voulez, c'est que alors il y a des groupes qui travaillent sur le flagrant délit, donc des groupes qui sont permanents, ils ne savent jamais ce qui va leur tomber, jamais. C'est-à-dire que à 10h, elles sont en train de boire le café, de rigoler, et puis d'un coup, vous avez quelqu'un qui téléphone et qui leur dit voilà, il y a une femme qui a été massacrée par son ex-conjoint, son ex-conjoint a essayé de fracasser sa fille, etc. Donc vous voyez un mec arriver avec les menottes et puis qui s'installe dans un bureau, et puis dans le bureau d'à côté, vous avez une affaire d'inceste qui est en train d'éclater parce qu'il y a une histoire à Marseille, mais absolument incroyable, où une gamine qui a été violée par son grand-père pendant un barbecue familial a libéré la parole de sa propre mère, qui avait été violée par son père, et de fil en aiguille, du témoignage, cette petite fille de 5 ans, au témoignage de la mère qui dit oui, mon père m'a violée il y a 15-20 ans, la nièce a aussi raconté qu'elle avait été violée. Donc l'omerta qui pesait sur cette famille a explosé. Tout ça grâce aux auditions, la façon de procéder, de poser des questions pour ramener de l'attention portée aux victimes. Quand vous êtes dans un, vous voyez, imaginez, on est dans un studio, vous êtes avec 2 enquêtrices, vous avez des mises en cause ou des victimes en même temps, etc. Vous êtes dans un huis clos. Et moi, j'ai écouté, je me disais, c'est pas possible. Si j'avais une caméra, si ça avait été une fiction, on m'aurait traité de scénariste ou de réalisateur mythomane. Là, je l'ai écrit, c'est la pure réalité, mais je me dis, la réalité dépasse 100 fois la fiction, parce que on arrive soit à des aveux au moment où vous y attendez le moins. Moi, j'ai vu un mec 29 ans après un viol incestueux, enfin, il avait violé la fille de sa compagne, qui craque et qui avoue
en disant mais c'est pas grave, je l'ai violé. C'est cet homme de 78 ans? Non, c'est un gars, un travailleur, père de 3 enfants, histoire qui craque. Qui craque, qui a 78 ans et sa belle-fille a 40 et quelques années. Hein. Elle le supplie de dire la vérité. Elle lui supplie, exactement. Elle lui dit mais dis la vérité, rends-moi ma dignité, etc. Ouais. Lui, il va pas craquer. Il va pas craquer, lui. Oui, il y a un deuxième homme qui a 75 ans, qui est un beau mec, un mec qui s'est évadé de la prison des Baumettes, un braqueur, qui a tué une prostituée. Un peu proxénète aussi. Un peu proxénète, etc. Et lui, première audition, il dit non, c'est pas vrai. Moi, je suis derrière, je sens que le mec, il peut craquer à tout instant, vous le sentez. Vos attitudes physiques, dès lors qu'un homme qui est entendu par les enquêteurs commence à s'affaisser comme ça, il y a un souffle court, vous dites là, il va pas tarder à craquer. Moi, j'étais là, donc j'avais tout le temps pour observer. Deuxième audition, et là, le flic, Alex, utilise une méthode qui est assez intelligente. Il dit, mais en fait, vous êtes un beau mec, vous êtes un braqueur, vous êtes respecté à la prison des Baumettes, tout le monde dit que vous étiez un voyou de haut niveau, etc. Et vous avez violé une gamine pendant des années. Vous vous rendez compte que vous allez mourir avec cette espèce de culpabilité, etc. Et que cet enfant, qui aujourd'hui est une jeune fille ou une femme, n'aura jamais récupéré sa propre dignité. Et là, je suis derrière, le gars, d'un coup, il savait, il dit oui, c'est vrai, je l'ai violé. Ouais. Et là, vous dites, c'est extraordinaire, parce que le boulot des enquêteurs, des enquêtrices, le fait qu'on soit arrivé à lui faire dire la vérité, c'est formidable. Et dans le cas de cet homme qui a une 50aine d'années, qui a violé la fille de sa compagne 20 ans plus tôt, le gars, à un moment donné, il dit, mais j'ai fait des bêtises il y a 29 ans, c'est pas un viol il y a 29 ans, c'est fini. Et là, l'enquêtrice Sandrine dit, et Valérie qui est à côté, qui est la chef de groupe, il dit, mais monsieur, même 29 ans après, un viol, reste un viol. Et là, le mec, il s'effondre. Et là, le mec s'effondre. Ouais. Et donc, c'est... Je vois. Oui, il a violé sa fille, sa petite fille, sa nièce, et personne dans son entourage n'a rien dit pendant des décennies. Parce que la nièce et la mère de cette gamine qui a été violée, donc c'était en septembre-octobre dernier, avaient parlé. Ouais. À leur mère, à leur marraine, à l'entourage familial. La nièce avait parlé aussi. Elles étaient en psychothérapie, elles avaient des problèmes pour avoir une sexualité normale, etc. Et tous les membres de la famille leur disaient, mais tais-toi, ne dis rien, ça va déclencher un scandale, etc. Donc ces femmes ont dit, qui étaient des gamines, ont dit, bon, ben je me tais. Elles ont gardé le silence pendant des années et des années. Le quotidien de la brigade des mineurs de Marseille. Je vous invite vraiment à lire ce livre parce que c'est absolument passionnant. Les enfants de purgatoire de Claude Ardit, je regarde la 4e de couverture, hein, et ça résume bien. Et il y a toujours plus d'enfants esquintés, de familles disloquées, de jeunes obligés de se vendre, sans compter un manque cruel de moyens pour la police et la justice, parce que c'est en filigrane, hein, tout au long de... Oui, alors c'est un hommage rendu aux enquêtrices, enquêteurs de la brigade des mineurs, mais j'ai rencontré 2 juges pour enfants de Marseille qui sont extraordinaires. Hein. Ce livre met aussi en lumière l'investissement, l'abnégation, le sens du devoir unique de ces fonctionnaires, la majorité sont des femmes, vous l'avez dit, dont la mission, souvent une vocation, est aujourd'hui plus qu'essentielle. Merci pour eux. C'est moi. Pour elles et pour eux. Hein, c'est moi qui vous remercie. C'est formidable d'être là. Ouais. Non. Enquête inédite au cœur de la brigade des mineurs de Marseille aux éditions de l'Observatoire. Merci de nous avoir accompagnés depuis 10h30 ce matin. C'est l'heure d'André Berkoff.